En 1994, le Rwanda a basculé dans l'horreur. En à peine 100 jours, le pays a vécu l'une des tragédies les plus fulgurantes et les plus terribles de notre histoire récente. Une véritable descente aux enfers qui allait le transformer pour toujours. Le bilan est effroyable. On parle d'environ 800 000 morts. La grande majorité étaient des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés, en fait, tous ceux qui refusaient de participer à cette folie meurtrière. Et ce qui est peut-être le plus glaçant, c'est la vitesse. Tout ça en 100 jours à peine. 100 jours. Le rythme de l'extermination est d'une intensité folle, dépassant même par sa rapidité celui de la Shoah. Alors forcément, la question qui se pose, c'est comment ? Comment une telle horreur a-t-elle pu se produire ? Il faut bien comprendre que ce n'est pas une sorte d'explosion de haine spontanée. Non, pour vraiment saisir les mécanismes, il faut remonter le fil de l'histoire. Et les racines de cette tragédie, elles sont profondes. Mais attention, pas de la manière dont on l'imagine souvent. Oublions le cliché des haines ancestrales. Non, la source du mal est beaucoup plus récente. Elle se trouve dans la période coloniale qui a littéralement fabriqué des identités pour mieux diviser. Avant l'arrivée des Européens, Hutus et Tutsis, ce n'étaient pas vraiment des ethnies, c'était plutôt des catégories sociales, basées sur la richesse. Et surtout, c'était fluide. Un Hutu qui s'enrichissait pouvait, en quelque sorte, devenir Tutsi, et inversement. Mais la colonisation va venir figer tout ça, transformer ces groupes sociaux en catégories ethniques et rigides, presque raciales. Et pour justifier cette division, les colons belges vont s'appuyer sur une idéologie pseudo-scientifique, la fameuse théorie hamitique. C'est une construction complètement raciste, soyons clairs, qui affirmait que les Tutsis étaient une sorte d'aristocratie, une race supérieure venue d'ailleurs, et donc destinée à dominer les Hutus. Une fable bien pratique pour légitimer leur pouvoir. Le vrai basculement, le point de non-retour administratif si on veut, c'est 1933. C'est l'année où les autorités belges instaurent les cartes d'identité ethnique. Et là, tout se fige. Un simple bout de papier va assigner à chacun une identité à vie. On est Hutu, on meurt Hutu. On est Tutsi, on meurt Tutsi. Ce qui était une différence sociale devient une prison identitaire. Écoutez bien cette phrase d'un missionnaire de l'époque. Elle est d'une lucidité glaçante. Il dit « Nous avons fabriqué des ethnies là où il n'y avait que des classes sociales. » Tout est dit. Le pouvoir colonial a planté les graines d'une haine qui mettra des décennies à germer, mais qui finira par tout dévaster. Alors, après l'indépendance, que se passe-t-il ? Cet héritage colonial, cette division, va être récupéré et instrumentalisé. Ce qui avait été créé artificiellement va devenir une arme politique, une véritable machine à produire de la haine. Parce qu'un génocide, ça ne sort pas de nulle part. Ça se prépare, méticuleusement. Et au Rwanda, on peut vraiment distinguer 3 étapes. D'abord, la propagande, pour que l'autre ne soit plus un être humain. Ensuite, on organise le bras armé, les milices. Et enfin, on identifie les futures victimes. Et là, les cartes d'identité ethnique vont se révéler être un outil d'une efficacité redoutable. La violence des mots est à peine croyable. La radio RTLM, la fameuse radio des 1000 collines, a été l'un des principaux vecteurs de cette haine. Les Tutsis étaient qualifiés de cafards, inyonzi en Kinyarwanda. L'idée, c'était de déshumaniser au point que tuer son voisin ne soit plus un meurtre, mais un acte de nettoyage. Le décor est donc planté. La machine à tuer est prête, huilée. Il ne manque plus que l'étincelle pour mettre le feu aux poudres. On va voir maintenant comment, en 100 jours, le pays a sombré dans le chaos, et comment le monde l'a regardé sombrer. L'étincelle, c'est le 6 avril 1994. L'avion du président Habyarimana est abattu. C'est le signal. Immédiatement, dès le lendemain, les massacres commencent. Et au moment le plus critique, le 21 avril, l'ONU décide de retirer la quasi-totalité de ses casques bleus. Le Rwanda est abandonné à son sort. Le génocide ne s'arrêtera qu'avec la victoire militaire du FPR en juillet. Sur le terrain, la machinerie du meurtre est d'une efficacité effrayante. Des barrages routiers sont érigés partout. On contrôle les cartes d'identité. Hutu, on passe. Tutsi, on meurt. L'administration locale elle-même est mise à contribution pour organiser les tueries. Même les églises, censées être des refuges, deviennent des abattoirs. Et le viol est utilisé comme une arme, systématiquement pour détruire et anéantir. Le général canadien Roméo Dallaire, qui était à la tête de la mission de l'ONU sur place, a eu cette phrase terrible. « J'ai serré la main du diable ». Ce qui est tragique, c'est qu'il avait alerté ses supérieurs des mois à l'avance. Il savait que quelque chose se préparait. Personne ne l'a écouté. Il a dû assister, impuissant, à l'apocalypse. Et puis, après l'horreur, le silence. Le Rwanda est un pays à genoux. La question qui se pose alors est immense. Comment rend-on la justice quand des centaines de milliers de personnes ont participé au massacre ?
Et surtout, comment fait-on pour reconstruire une nation sur des charnières? Face à ce défi colossal, le Rwanda a dû innover. Il y a eu 2 systèmes en parallèle. D'un côté, un tribunal international, le TPIR, pour les grands planificateurs. De l'autre, quelque chose d'unique, les tribunaux communautaires Gakasha, une forme de justice traditionnelle pour juger la masse des participants au cœur des villages. Au total, près de 2 millions de cas ont été traités. C'est sans précédent dans l'histoire. Pour se reconstruire, le nouveau gouvernement va prendre une décision radicale, abolir les catégories ethniques. Fini les mentions Hutu ou Tutsi sur les papiers d'identité. L'idée, c'est de dire à partir de maintenant, nous sommes tous Rwandais. Point. Un pari audacieux pour forger une nouvelle unité nationale sur les cendres de la division. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Quelles sont les leçons de cette histoire tragique? Parce que si on fait ce travail de mémoire, c'est bien pour comprendre. Et comprendre, c'est la seule façon d'espérer que ça n'arrive plus jamais, ni là-bas, ni ailleurs. Il y a plusieurs leçons fondamentales. La première, un génocide n'est jamais spontané. Il est toujours planifié, annoncé. La deuxième, des gens ordinaires peuvent devenir des bourreaux. La troisième, c'est la faillite terrible de la communauté internationale. Et enfin, malgré tout, le Rwanda nous montre que la résilience et la quête de justice sont possibles, même après le pire. Cette histoire nous rappelle que la mémoire est essentielle. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité politique et morale. Mais ça laisse une question ouverte, une question vertigineuse, pour le Rwanda et pour nous tous. Est-ce que ce souvenir, c'est une garantie suffisante pour empêcher l'histoire de se répéter? C'est une interrogation qui doit continuer à nous habiter.